Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Rivicht avec ma consoeur Marion Galland de RCFM. Bonsoir Marion. Bonsoir. Mon confrère Jérôme Paoli de Parole Bonsoir. de Corse. Bonsoir à vous Jérôme. Et mon autre confrère de Corse Matin, Dilomo Padovani. Bonsoir à vous. Bonsoir. Des attentats de plus en plus étranges, des élus visés après des mairies, des proches de personnalités politiques. On commence à s'interroger sérieusement sur la finalité de ces actions. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est la maison de Simone Guerini, adjointe en charge de la culture à la mairie d'Ajaccio, issue d'une vieille famille ajaxienne qui a été incendiée route des Sanguinaires. Les réactions sont unanimes, on écoute. Donner du sens à ces attentats, c'est d'abord donner trop de crédit à des gens qui sont en train aujourd'hui d'entraîner la Corse dans des heures sombres que plus personne n'a envie de connaître, pas plus ceux qui les ont condamnés par le passé que ceux qui les ont soutenus. À travers cette litanie d'attentats, il y a non seulement la tentation d'un retour à la violence clandestine, mais également des actes qui frappent des Corses, des élus, des entrepreneurs, des travailleurs, et qu'on est en train d'ouvrir la porte demain pour des escalades qui sont dangereuses pour la Corse, pour la société corse. Raison de plus pour réaffirmer de façon très claire qu'il n'y a pas de place pour ces actes et qu'il n'y a qu'un chemin qui vaut pour la Corse, c'est celui de la démocratie. Alors nous allons parler dans un instant de ces différents communiqués des clandestins, mais d'abord, à votre avis, sur ces bombages qu'on retrouve sur place, sur la villa de Simone Guerini, contre la spéculation immobilière, qui a l'impression quand même que tout ça a bon dos, quoi. Oui, alors il y a en fait depuis quelques semaines, on a l'impression que tout part dans tous les sens et qu'il n'y a aucune ligne directrice. Ce qu'il y avait peut-être au début on visait des engins de chantier, des maisons en construction. Là, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Donc il y a deux possibilités. Ou ça part vraiment dans tous les sens parce qu'il n'y a aucune organisation derrière, ou il y a des gens qui ont envie de faire croire que ça part dans tous les sens pour amener une forme de déstabilisation, ce qui marche, puisque pour l'instant tout le monde ne parle que de ça déjà. Donc ils ont réussi à se faire une place centrale dans le débat public. Et puis pour qu'on s'interroge et que aussi on se rejette aussi peut-être la faute les uns sur les autres. Et ça fonctionne aussi plutôt pas mal, si c'est ça. Alors, le surlendemain est arrivé chez vous, à Corse ce matin, un communiqué signé GCC, mais comme les précédents, il n'y avait pas d'authentification. Et ce communiqué dénonce l'ancien communiqué signé aussi GCC. Est-ce qu'on est sûr de l'authenticité des uns et des autres Ni de l'un ni de l'autre, tout simplement. La seule chose, c'est un document qu'en tant que journaliste, on se doit de traiter, sur lequel on doit se pencher au vu de ce qui se passe évidemment sur le terrain, mais effectivement il n'y a pas d'authentification formelle, encore moins lorsque l'on voit qu'ils se disputent finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, parce que n'importe qui peut envoyer un communiqué signé de n'importe quoi Tout à fait, mais ça participe justement à ce que disait Marion, ça participe à la confusion généralisée et on a quand même ce sentiment justement d'une volonté de chaos pour à la fois brouiller les pistes, pas seulement policières, mais également pour le coup démocratique, politique. Finalement, plus il y a de pagaille et mieux on se porte dans une volonté de déstabilisation. Est-ce qu'il faut continuer à publier ces communiqués qui ne sont pas authentifiés ? Bon, après, quand il y a une organisation clandestine... Après, journalistiquement, il faudrait les authentifier, parce que c'est le principe du journalisme. Parce que si on reçoit une lettre et qu'on la publie systématiquement, ça n'a pas de sens. Mais là, on est dans un flou artistique total, quoi. On ne sait pas vraiment qui c'est. Ils disent qu'il y a des imposteurs. Et il y a une espèce de banalisation, c'est-à-dire que tous les jours, maintenant, il y a une maison qui saute, un truc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Alors là aussi, il y a évidemment, on n'y comprend pas grand-chose, mais dans le dernier communiqué, il y a un détail, puisqu'il précise que lorsqu'ils se sont attaqués à la... c'est Petrozel, à Mattia Fiorita, il précise qu'il ne s'attaquait pas au promoteur, mais à une personne qui avait acheté un appartement et qui était un spéculateur. Alors, Et c'est confirmé par la police, ça ? Non, justement, pour l'instant, non. Mais pourquoi cette précision ? Pourquoi avoir pris le soin de donner cette précision ? En tout cas, c'est si on veut continuer à brouiller les pistes et continuer un petit peu
là, on a peut-être le début de quelque chose, mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Vous interrogiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut relier ça au processus de discussion, même s'il est interrompu? On peut relier ça à tout ce qu'on veut, en fait. Bon, certains disent oui, c'est fait pour déstabiliser les discussions. Bon, moi, je pense que les discussions n'ont pas besoin que de ça pour être déstabilisées, premièrement. Oui. Je pense que le chemin... Il suffit à lui-même. Ouais, je pense que le chemin que ça prend... Bien sûr, ça n'arrange pas. Mais bien sûr que ça peut... Au contraire, ça pourrait même inciter à aller plus vite pour essayer de sortir de cette crise. Ouais. Oui, avec Emmanuel Macron. Non, mais c'est très compliqué même pour nous de faire des analyses parce que, comme je vous disais, on ne sait pas plus que les autres d'où ça vient. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça déstabilise. Oui, ça déstabilise. Après, expliquer le pourquoi du comment, pour moi, c'est impossible. Mais je ne sais pas si ça déstabilise tant que ça, parce que si demain, il y a une véritable volonté politique, prenons le doit faire fi de ça. L'État décide de dire, allez, les Corses, autonomie. Ils le font. Ça tu vois, c'est pas forcément un facteur de déstabilisation. Quand je parle de déstabilisation, c'est par rapport à une volonté politique. Maintenant qu'ils utilisent ça parce qu'il n'y a peut-être pas de volonté politique d'aller vraiment au bout, là on donne un peu le bâton pour se faire battre. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, on va se tourner vers l'État qui, lui, peut agir, évidemment. Alors, on sait très bien ce qui va se passer. Il y aura à un moment donné une série d'arrestations. On peut aussi se demander si les auteurs, quelque part, ne cherchent pas cette solution, c'est-à-dire retomber dans un cycle qu'on a connu pendant 50 ans. Action, répression, action, solidarité, etc. Oui, mais si c'était le cas, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas envie que le processus avance et que la Corse avance. C'est qu'on va, ce qu'on disait tout à l'heure, on entretient un espèce de chaos permanent. Peut-être que la Corse avance sans eux, peut-être. Après, il ne faut pas oublier qu'on a 2 groupes clandestins, quand même, et que les intentions ne sont sans doute pas les mêmes pour les 2 groupes. Parler GCC et FLNC. Exactement. Oui, alors GCC et FLNC, oui, effectivement. Oui, c'est peut-être pas les mêmes stratégies, effectivement. Ceci dit, on a quand même l'impression que l'État n'a pas envie de retrouver cet engrenage dont je parlais il y a un instant. On sait ce qu'il signifie, cet engrenage, parce qu'on a vu le communiqué qu'a publié la préfecture en disant qu'il contrôlerait les voitures qui transporteraient de l'essence la nuit. Alors ça fait un peu sourire, mais c'est une manière de prévenir et de ne pas agir peut-être encore de façon beaucoup plus non, mais dure. Là aussi, prévenir les automobilistes qu'il ne faut pas transporter d'essence la nuit parce qu'ils vont être contrôlés, à condition qu'ils le soient, déjà. Voilà, ça très bien. Ensuite, on demande aux propriétaires de stations-service de veiller au respect de l'arrêté. Mais les stations-service se ferment à 21h et rouvrent à 6h du matin, donc il n'y a aucun moyen de contrôle. Là encore, il y a des... c'est une manière de dire on fait, mais on ne va pas trop loin. Sur cet arrêté, je pense que derrière, il y a quand même des enquêtes. Ça donne surtout un cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la GCC, qui agit essentiellement par de l'incendie avec de l'essence et une allumette, à peu près tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin... si on se fait arrêter dans sa voiture sans s'être arrêté avec un peu d'essence, c'est pas un crime, c'est pas un délit. Aujourd'hui, ça permet d'avoir un cadre légal pour pouvoir interpeller une personne qui a de l'essence, la mettre en garde à vue et démarrer une procédure. Il y a ça aussi. Mais c'est exactement fait pour ça, mais à condition que les moyens, justement, sur le terrain... Il y a quand même eu deux soirées où il y a eu des très gros moyens, dont une avant qu'on sache publiquement que cet arrêté existait, où il y a eu une grosse opération avec des barrages, un hélicoptère, ça n'a mené à rien. Ça n'a mené à rien. Ils n'ont pas trouvé d'essence. Voilà. À Alata, notamment. Exactement, du côté d'Alata. En tout cas, à travers ça, il y a quand même une réelle crainte, c'est celui d'un dérapage et d'un drame. On ne voit pas du tout comment ça peut être évité. Des éléments incontrôlables, on ne peut pas les contrôler par essence. Donc, tous les ingrédients sont réunis. Tout le monde le dit, voilà, et d'ailleurs la classe politique s'en inquiète et nous avec, parce qu'effectivement tous les ingrédients sont réunis. Lorsque vous semez finalement le chaos de cette manière, il y a forcément un moment donné où nous avons publié un sujet sur la protection des chantiers, justement. Voilà. C'est ce que j'allais dire quand on lit encore ce matin que des gens dorment dans leur maison en construction et qui sont parfois armés. Et c'est exactement. C'est évident
que tout peut arriver. On s'expose à des drames. Il y a une dimension qui est quand même intéressante, c'est quand vous avez diffusé la réaction de la classe politique, c'est que finalement, ils sont démunis, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils peuvent faire de la politique. Oui, faire de la politique, ouais. On va pas leur demander d'aller empêcher les attentats, mais bon. Bien sûr que non. Alors le mot condamnation, il faut qu'on arrête, parce que personne n'est juge ni à l'Assemblée ni nulle part. Mais à part dire le chemin de la paix ou l'apaisement, mais on sent qu'ils sont complètement démunis face à ça. Ouais. Et qu'il n'y a pas de maîtrise de la situation. On ne peut plus maîtriser cette situation. Vous devancez mes questions, Jérôme. C'est ça. Souvent, je reviens aux réactions politiques. Le schéma classique, il s'applique. Les élus sont incapables de faire face de façon un peu originale. Alors les uns veulent condamner, les autres ne veulent pas condamner. Mais on a l'impression quand même que personne n'essaye de trouver une voie un peu originale. C'est quand même assez affligeant. Oui, mais c'est très difficile parce que comment on arrête ça ? Quand on est un homme politique élu à l'Assemblée, par exemple, comment on va empêcher qu'on aille mettre une bombe chez Simone Guerini ? Enfin, je veux dire, oui, c'est d'accord. Très compliqué. Oui, mais la violence, cette violence ne vient pas de nulle part non plus. On n'est même pas restons dans les compétences. C'est pas leur compétence. Alors, si on reste dans les compétences, au moins ne faisons pas semblant de nous en occuper, parce que c'est-à-dire que vous parlez, Jérôme, à l'instant de cette histoire de condamnation. On a eu il y a 10 jours à l'Assemblée de Corse des heures de réunion. Là, il y a l'attentat contre la maison de Simone Guerini, une conférence des présidents dans la foulée. On sait très bien qu'ils ne vont pas tomber d'accord. Ils ont eu la même discussion il y a 10 jours. Et on reparle. Et en fait, ce ne sont que des prétextes à des discussions. Et alors ? Ce n'est que du symbole. On est encore une fois dans le symbole, dans les mots et rarement dans l'action. La responsabilité d'un politique, c'est de prendre en compte les problèmes qui se posent et essayer de les résoudre, y compris des problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que cette classe politique n'arrive pas à se mettre d'accord sur un compromis pour essayer de trouver une sortie de crise ? Oui, mais ça est arrivé une fois au moment du processus de Matignon. Là, chacun est dans son coin et chacun suit sa route très tranquillement. On retrouve les schémas classiques et tout le monde s'en satisfait. Il n'y a pas une montée au créneau unanime, c'est ça que vous voulez dire ? Personne se bouge. Non, mais à la limite... Un front uni pour dire maintenant ça suffit. Non, et puis on voit bien ce qui se passe sur le terrain avec le retour de la clandestinité. Ce retour de la clandestinité, c'est une réponse... ou du moins un écho, en tout cas, aux oppositions politiques au sein de l'Assemblée de Corse, tout simplement. Donc, aujourd'hui, le fossé est creusé au sein de la famille nationaliste, la famille nationaliste dans son ensemble n'est évidemment pas d'accord avec le positionnement de la droite. Politiquement, on a une Assemblée de Corse balkanisée et qui n'arrive pas finalement à se rassembler. Comment vous l'expliquez ? Comment ça peut s'expliquer, ça ? Ça s'explique... Parce que la situation est quand même urgente. Ça s'explique déjà par l'absence de résultats concrets. Par l'absence de résultats concrets politiques. Alors on se tourne beaucoup vers l'État, on pointe beaucoup l'État du doigt, mais on savait là aussi depuis le début que tout n'allait pas être arrangé du jour au lendemain, et notamment avec un État souvent sourd aux revendications. Mais dans ce qui est ce qui relève des compétences de l'Assemblée de Corse, et ce qui pourrait être avancé et prouvé à la population de façon relativement simple, force est de constater que rien n'a avancé depuis 2015. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, globalement, pas seulement en Corse, cette fois-ci c'est plus général, ce phénomène, une décrédibilisation totale des élus, de la classe politique, de façon générale ? C'est sûr que là, il y a de la politique qui se fait à l'extérieur. Parce que justement, on n'a peut-être plus confiance dans le monde politique. Et au niveau national, on est dans les mêmes situations. Et effectivement, il y a d'autres voies qui s'ouvrent pour revendiquer des choses. Et ça, c'est assez dangereux parce que ça veut dire qu'on sort d'un cadre, et particulièrement d'un cadre légal. Donc ça peut aller très très loin. Alors Darmanin a appelé cette semaine, selon les informations, Gilles Siméon pour lui dire que les discussions de Place Beauvau étaient reportées, mais pas du tout à cause de la situation en Corse, mais évidemment par rapport au problème des retraites. Alors, processus de discussion, pourtant, il aurait intérêt plutôt à s'accélérer quand on est dans une situation comme celle de la Corse. Oui, c'est plus qu'intérêt. Maintenant,
nous ici et nos élus ici ont une vision avec un point de vue qui est que la Corse est au centre de tout, ce qui peut paraître assez logique, mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de constater que la Corse n'est pas la priorité du gouvernement et ne peut pas l'être. Nous, évidemment, on aimerait que les choses avancent plus vite, mais à un moment, il faut aussi prendre un peu de recul. C'est très compliqué. Maintenant, on sait très bien que si les discussions n'aboutissent pas avant l'automne, c'est mort. Et le temps passe vite. Donc il y a, je pense, une certaine inquiétude à avoir, même si, comme on le disait un peu plus tôt, c'est pas vraiment une surprise. Mais la Corse, c'est pas une priorité tant qu'il n'y a pas de chaos absolu. C'est-à-dire que quand les gens sont descendus dans la rue, qu'il y a eu vraiment des grosses manifestations, c'est redevenu une priorité. Mais il n'y avait pas l'instabilité politique. Alors, je précise juste qu'on attend la décision du Conseil constitutionnel. Au moment où nous enregistrons cette émission, elle n'est pas tombée. Quand elle sera diffusée, elle sera tombée, mais on ne peut pas la commenter avant. Donc on ne peut pas savoir si on prend la retraite tout de suite. Non, mais là, le problème qui se pose, c'est l'instabilité politique au plan national. On ne sait pas demain Darmanin s'il va rester à l'intérieur, s'il va aller à Matignon, et le dossier, est-ce qu'il va suivre ou pas? C'est exactement c'est un peu cette incertitude qui plane à tous les niveaux finalement. Lorsque un report, un énième report, que signifie ce report? Est-ce que Gérald Darmanin va changer de poste? Est-ce que, mais encore une fois, il est très vrai. C'est absolument vrai que la Corse n'est pas une priorité depuis longtemps. Moi, je commence à vraiment me demander aussi, est-ce que en Corse, les élus ont vraiment envie de cette évolution? Je ne sais pas de quoi ils ont envie, parce que bon, ils ne sont même pas dans la capacité de se mettre d'accord. Je ne sais pas. Ça dépend des élus. Je pense qu'il y en a quand même qui ont envie de cette évolution. Une forme d'amour pour l'immobilisme depuis quelques années qui est assez épatante. Non, mais on ne peut pas dire d'un autre côté, sérieusement, que l'État accompagne le processus de façon profonde, affirmée. Évidemment. Ceci dit, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Bien sûr. Ça tente de partout. En Calédonie, c'est à peu près le même problème. L'État s'investit un peu plus, mais le dossier est extrêmement compliqué. Et avec l'instabilité politique au plan national... En Nouvelle-Calédonie, c'est loin. La Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Et nous, on est 300 000. Donc, en gros, point, quoi. Voilà. Avec des enjeux de maintien pour le président de la République, des enjeux pour finir le quinquennat, quoi. On en arrive en fin d'émission et on termine comme chaque semaine avec Adzer Gadia Zetiman après cette courte virgule. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission. Dilo, c'est vous qui commencez. Alors, je suis désolé, je vais être un petit peu redondant, mais nous ne condamnons pas, mais nous apportons notre soutien. Voilà, on en a marre de cette valse, cette rhétorique. Voilà, de cette rhétorique, de ce champ lexique, de ces disputes sur le champ lexical. Voilà, tout tourne autour de la surface des choses et sans aller au fond. Et voilà, il serait temps une bonne fois pour toutes, d'un côté comme de l'autre, il serait temps une bonne fois pour toutes, on vient de le dire, qu'on s'entende sur l'essentiel, sur le fond. C'est plus commode de condamner ou de ne pas condamner que de trouver la solution. Marion, c'est à vous. Moi, je voudrais parler du conflit qu'il y a au Sivom de Mezzane. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du conflit, mais ça fait maintenant bientôt 3 semaines qu'il y a un conflit important et personne n'a l'air de bouger nulle part. Je ne prends parti pour personne, c'est juste qu'une conférence des élus... en fait, on en a un peu parlé quelque part aussi dans cette émission. On fait rien. Voilà. Ouais. On attend, on laisse les choses pourrir et c'est un problème, quoi. Ouais. Jérôme, c'est vous qui concluez. On ne va pas crier toutes les semaines. Alors, il y a Madame Binet, qui est la nouvelle représentante de la CGT, je trouvais que c'était génial en termes de nouvelles formes de communication politique, qui a répondu à l'invitation de Macron à discuter. Elle lui a fait un truc en marquant LOL. LOL. Ce qui signifie... c'est très important, LOL, parce que... C'est un acronyme employé en tant qu'interjection, voilà, qui veut dire amusement. Donc, 2 mots compliqués. Il n'y a pas de quoi s'amuser.
Eh bien, ce sera là votre conclusion, madame, messieurs. Merci à tous les trois. Ecco così compiamo la nostra missione. Mica rivista settimana che viene nell'altra per via di vacanze. Ci ritroviamo dunque il 5 di maggio. Intanto ritrovo da Sebastiano Lugiane per un nudiziale. Buonasera a tutti.